Au printemps 1991, un officier français observait une colonne de véhicules allemands traverser une route boueuse en Bosnie. Ces hommes étaient dans des VAB, des machines conçues en France, construites en France, entrées en service 15 ans plus tôt. Les Allemands étaient dans des M113, des véhicules dont la conception remontait à 1956. L'officier ne dit rien, mais il nota quelque chose dans son carnet que son aide de camp lut plus tard. Nos alliés conduisent des antiquités. Ce n'était pas une critique, c'était un constat. Et ce constat allait traverser 30 années de politique de défense européenne sans jamais recevoir de réponse satisfaisante. Le nom de cet officier n'a pas été rendu public, mais la question qu'il posait ce jour-là, comment la première puissance industrielle d'Europe pouvait encore dépendre d'un transporteur américain de la guerre du Vietnam, cette question, elle, est documentée. Elle apparaît dans des rapports internes, dans des évaluations d'état-major, dans les comptes-rendus de réunions OTAN où les délégations françaises et allemandes siégeaient côte à côte avec des équipements qui appartenaient à deux époques différentes. Pour comprendre comment cet écart était apparu, il faut remonter non pas à la Bosnie, mais à une décision prise 25 ans plus tôt. Une décision qui ne concernait pas l'Allemagne, elle concernait la France, et elle avait été prise par un seul homme, dans des circonstances que ses successeurs allaient mettre des décennies à pleinement mesurer. En 1966, le général de Gaulle retira la France du commandement militaire intégré de l'OTAN. La décision fut annoncée le 7 mars. Les quartiers généraux américains quittèrent le sol français. Les officiers français cessèrent de siéger dans les structures de commandement alliés. Et dans les états-majors de l'armée de terre, une question prit soudain une dimension nouvelle. Si la France n'était plus sous commandement américain, pouvait-elle continuer à dépendre de véhicules américains? La réponse fut non. Pas immédiatement, pas par décret, mais par logique. Une armée qui revendique son autonomie stratégique ne peut pas mettre ses soldats dans des machines dont elle ne contrôle ni la production, ni les pièces détachées, ni l'évolution. Au moment où De Gaulle signait le retrait de la France du commandement intégré de l'OTAN, la Bundeswehr recevait sa dernière livraison de M113 dans le cadre du programme d'aide militaire américain, gratuitement. Paris rompait avec Washington. Bonn acceptait des véhicules américains sans débourser un mark. Ce paradoxe n'était pas seulement symbolique. Il annonçait une divergence qui allait durer un demi-siècle. Le programme qui allait donner naissance au VAB fut lancé à la fin des années 60. L'appel d'offres était précis. Un véhicule blindé de transport de troupes à roues, produit sur le sol français, capable d'opérer dans les conditions européennes et outre-mer, maintenable par l'industrie nationale. Renault décrocha le contrat. Les premiers prototypes roulèrent au début des années 70. En 1976, le VAB entrait officiellement en service dans l'armée de terre. La même année, en République fédérale d'Allemagne, un comité du ministère de la Défense examinait pour la 3e fois un dossier sur le remplacement du M113. Le dossier fut ajourné. Le budget fut gelé. Le M113 resta. Et c'est là que commence la vraie question. Non pas technique, mais politique. Deux pays alliés. Le même problème de départ, des réponses radicalement différentes. Pourquoi? La réponse ne se trouve pas dans les chiffres des budgets de défense. Elle se trouve dans ce que chacun des deux pays croyait avoir le droit de faire avec son armée. Et pour comprendre cela, il faut entrer dans les salles de réunion où ces décisions furent prises, ou ne furent pas prises. Pas à Paris, à Bonn. Dans les bureaux où 4 générations de planificateurs regardèrent le même dossier et choisirent chaque fois de ne pas décider. Ce qui se passa dans ces bureaux, et pourquoi la logique qui y régnait était aussi difficile à rompre qu'une habitude de 50 ans, c'est ce que raconte la partie suivante. Pas comme une critique, comme une explication. Parce que comprendre comment un allié prend ses décisions, c'est aussi comprendre sur quoi repose réellement l'OTAN. En 1960, un sous-officier de la Bundeswehr se tenait devant un M113 fraîchement livré dans une caserne de Münster. Il fit le tour du véhicule, ouvrit une trappe, s'assit sur un des bancs latéraux. Il écrivit plus tard dans un témoignage de vétéran que la machine lui avait semblé simple. Simple à comprendre, simple à entretenir, simple à conduire. Il voulait dire cela comme un compliment. Il ne pouvait pas savoir que cette simplicité allait devenir, 30 ans plus tard, le principal argument pour ne pas remplacer le véhicule. La Bundeswehr de 1960 n'était pas une armée qui choisissait.
c'était une armée qui recevait. 5 ans après sa création, elle n'avait pas encore les structures industrielles, les doctrines d'acquisition ni la confiance politique nécessaire pour lancer des programmes blindés majeurs de son propre chef. Le précédent existait, et il était douloureux. Le HS-30, le premier transporteur de troupes développé en Allemagne après-guerre, s'était terminé en scandale parlementaire. Commission d'enquête, accusation de corruption, noms prononcés à voix basse dans les couloirs de Bonn pendant des années. Dans ce contexte, accepter des véhicules américains dans le cadre du programme d'aide militaire de l'OTAN n'était pas un aveu de faiblesse, c'était du pragmatisme. La France, elle, vivait un moment radicalement différent. En 1960, De Gaulle était à l'Élysée depuis 2 ans. La Ve République venait d'être fondée. La force de frappe nucléaire était en cours de développement. Le message était clair et cohérent. La France ne sous-traiterait pas sa sécurité, ni sa dissuasion, ni ses blindés, ni ses décisions. Ce n'était pas de l'orgueil, c'était une doctrine. Et cette doctrine avait des conséquences concrètes sur les lignes budgétaires du ministère de la Défense. En 1966, lorsque De Gaulle signa le retrait de la France du commandement militaire intégré de l'OTAN, l'armée de terre accéléra simultanément ses programmes de véhicules nationaux. L'autonomie politique et l'autonomie industrielle n'étaient pas 2 objectifs séparés. Elles formaient une seule stratégie. En Allemagne, la même année, le Bundestag débattait du budget de défense en cherchant principalement à ne pas contrarier Washington. Ce contraste n'était pas visible de l'extérieur en 1960. Il le deviendrait, progressivement, à mesure que les 2 armées évoluaient dans des directions différentes à partir du même point de départ. Dans les casernes de la Bundeswehr, le M113 s'installa, pas temporairement, structurellement. Des ateliers furent équipés pour l'entretenir. Des instructeurs furent formés pour l'enseigner. Des chaînes logistiques furent construites autour de lui. Et dans les bataillons de panzergrenadiers qui en reçurent, une culture se forma. Non pas une culture d'attachement sentimental à la machine, mais quelque chose de plus dangereux. Une culture de la compétence sur une plateforme spécifique. Les hommes savaient comment faire fonctionner le M113. Ils savaient comment le réparer à 3 heures du matin dans un champ. Ils savaient ce qu'ils pouvaient faire et ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Et ils avaient appris à travailler autour de ces limites. Cette compétence avait une valeur réelle. Elle avait aussi un coût invisible. Elle rendait le remplacement plus difficile à justifier. Chaque nouvelle génération de sous-officiers qui apprenait à conduire le M113 était une génération de moins qui posait la question de ce qui devrait venir après. En France, la trajectoire était différente dès le départ. Le programme qui allait donner naissance au VAB ne commença pas dans un bureau d'acquisition. Il commença dans une réflexion doctrinale. L'armée de terre avait identifié ce qu'elle voulait faire avec ses fantassins mécanisés, les projeter rapidement, les protéger contre les menaces légères, les faire opérer dans des environnements variés, y compris outre-mer, où la France maintenait des engagements permanents. Cette réflexion produisit un cahier des charges. Le cahier des charges produisit un appel d'offres. L'appel d'offres produisit une compétition industrielle. Et la compétition industrielle produisit en 1976 un véhicule français fabriqué à Caen, entretenu par des techniciens formés en France, évolutif selon les besoins de l'armée de terre. Waouh fait! Entre 1976 et 1990, la France produisit plus de 5000 VAB. Ces véhicules furent déployés au Liban, au Tchad, en Afrique subsaharienne, dans le Golfe Persique, lors de la guerre de 1991. Le VAB opéra sur 4 continents avant que la Bundeswehr n'ait officiellement lancé un programme de remplacement du M113. En Allemagne, pendant ces mêmes années, 4 tentatives furent faites pour inscrire le remplacement du M113 au budget de défense. 4 fois, la ligne fut gelée. Les raisons variaient selon les années. Réunification, réduction des effectifs, réorientation vers les missions expéditionnaires, contraintes budgétaires de l'après-guerre froide, mais le résultat était toujours le même. Le dossier retournait dans le tiroir. Le M113 restait dans les casernes. Ce qui rend ce parallèle particulièrement instructif, ce n'est pas simplement que la France avait agi et que l'Allemagne ne l'avait pas fait. C'est que les 2 pays avaient regardé le même problème avec les mêmes ressources approximatives et avaient produit des réponses institutionnelles radicalement différentes. La France avait traité l'équipement de ses soldats comme une question de souveraineté. L'Allemagne l'avait traité comme une question de gestion budgétaire. Et dans les années 80, alors que le VAB s'imposait comme une référence pour les armées qui cherchaient un transporteur moderne et exportable, et que la Bundeswehr continuait d'entretenir une flotte vieillissante de M113, cet écart commença à produire des effets concrets sur le terrain, pas encore dans des zones de conflit,
mais dans les exercices OTAN où les deux armées opéraient côte à côte. Un officier de liaison français, affecté à un quartier général allemand au milieu des années 80, décrivit plus tard la situation avec une précision qui n'avait rien d'hostile. Les Allemands, dit-il, étaient d'excellents soldats avec un excellent matériel lourd. Leur Léopard 2 n'avait pas d'équivalent. Mais dans la catégorie des véhicules de transport de troupes, il existait un décalage visible. Un décalage qui n'était pas le résultat d'un manque de moyens, c'était le résultat d'un manque de décision. Ce manque de décision allait se révéler dans toute son ampleur, non pas lors d'un exercice en Allemagne, mais lors d'une opération réelle, dans un pays dont ni Paris ni Bonn n'avaient clairement anticipé l'effondrement. En Bosnie-Herzégovine, à partir de 1992, les soldats français et allemands allaient se retrouver dans les mêmes villages, sur les mêmes routes, face aux mêmes menaces, avec des équipements qui racontaient deux histoires très différentes sur la façon dont leurs pays respectifs prenaient soin de leurs armées. Ce que virent les officiers français en Bosnie et ce qu'ils transmirent dans leur rapport d'évaluation commença à poser une question que les structures de l'OTAN n'avaient pas de mécanisme pour traiter officiellement. La question n'était pas technique, elle était politique. Et elle est restée sans réponse formelle jusqu'à aujourd'hui. En janvier 1993, un convoi français progressait sur une route secondaire aux environs de Sarajevo. Les véhicules étaient des VAB. Les hommes à l'intérieur appartenaient au bataillon français de la FORPRONU, la force de protection des Nations Unies déployée en Bosnie-Herzégovine depuis l'année précédente. La route était verglacée. Des tireurs isolés opéraient dans les collines. Le convoi avançait à vitesse réduite, luxe fermé, communication active. À 3 kilomètres de là, un convoi allemand était immobilisé. Non pas à cause des tireurs, à cause du froid. Les systèmes de communication du M113 fonctionnaient mal en dessous de moins 15 degrés. Les opérateurs avaient ouvert les trappes pour tenter d'améliorer la réception. La température intérieure avait chuté. 2 hommes avaient été évacués pour hypothermie légère. Ce n'était pas une catastrophe, c'était une friction. Le genre de friction qui n'apparaît dans aucun rapport officiel, mais qui s'accumule, jour après jour, dans la mémoire des hommes qui y étaient. Un sous-officier français qui servit en Bosnie entre 1993 et 1995 décrivit plus tard cette période avec une précision désabusée. Les Allemands étaient compétents, dit-il, courageux, sérieux. Mais leurs véhicules les contraignaient à des compromis que les Français n'avaient pas à faire. Et ces compromis, sur le terrain, avaient des conséquences opérationnelles réelles. La Bosnie fut le premier théâtre où la divergence d'équipement entre les deux pays devint visible à grande échelle. Pas dans les statistiques, dans les habitudes de travail quotidiennes. En 1995, lors de l'opération Deliberate Force, la campagne aérienne de l'OTAN contre les positions serbes de Bosnie, les éléments terrestres français disposaient de VAB équipés de systèmes de communication compatibles avec les standards OTAN de l'époque. Plusieurs unités de la Bundeswehr opéraient encore avec des équipements de communication qui nécessitaient des adaptateurs pour être interopérables avec les alliés. L'écart n'était pas seulement entre les véhicules, il était entre deux générations technologiques. Mais ce qui rendit la situation particulièrement révélatrice, ce fut moins l'équipement lui-même que la réaction institutionnelle à ses limites. Du côté français, les retours d'expérience de Bosnie alimentèrent directement les programmes de modernisation du VAB. Des kits de protection supplémentaires furent développés. Les systèmes de communication furent mis à niveau. L'industrie française, Renault Trucks Défense en tête, travaillait en relation directe avec les unités déployées pour identifier les faiblesses et proposer des solutions. Ce n'était pas parfait, mais c'était un système qui fonctionnait. Expérience terrain, remontée d'informations, réponse industrielle, amélioration de la plateforme. Du côté allemand, les retours d'expérience de Bosnie produisirent des rapports. Les rapports produisirent des recommandations. Les recommandations rejoignirent un dossier qui existait depuis 1968 dans les tiroirs du ministère de la Défense à Bonn, puis à Berlin après le déménagement de la capitale. Le dossier s'appelait Nachfolge M113, successeur du M113. Il avait maintenant 25 ans. Il n'avait toujours pas de budget. Ce n'était pas faute d'avoir essayé. En 1997, un groupe de travail du ministère de la Défense allemand produisit une évaluation qui était, dans sa précision, presque brutale. Le M113, concluait le document,
ne répondait plus aux exigences opérationnelles minimales pour les missions de maintien de la paix en environnement hostile. Sa protection balistique était insuffisante face aux menaces légères modernes. Ces systèmes de communication n'étaient pas nativement compatibles avec les standards OTAN en vigueur. Son système de climatisation, inexistant dans les versions de base, le rendait inadapté au déploiement hors d'Europe centrale. Et son coût de maintenance, rapporté à l'âge croissant de la flotte, dépassait désormais ce que coûterait une acquisition neuve sur 15 ans. Le groupe de travail recommandait une décision avant l'an 2000. La décision ne vint pas avant l'an 2000. Entre 1990 et 2002, la Bundeswehr dépensa en maintenance et modernisation partielle du M113 une somme que des estimations internes évaluaient comme supérieure au coût d'acquisition d'une flotte de remplacement moderne pour les unités concernées. L'Allemagne payait pour prolonger ce qu'elle aurait dû remplacer, et payait plus cher que si elle avait remplacé. Pendant ce temps, la France avait déjà commencé à regarder au-delà du VAB. En 1998, le programme VBCI, véhicule blindé de combat d'infanterie, était officiellement lancé. L'objectif était clair, remplacer le VAB dans sa fonction de transport de troupes de combat, et le AMX-10P dans sa fonction de véhicule de combat d'infanterie, par une plateforme unique, moderne, protégée et produite en France. Le programme était ambitieux. Il rencontra des difficultés, des retards, des dépassements de coûts, des compromis techniques. Mais il avançait. En Allemagne, le programme Boxer, le futur successeur du M113 pour les forces mécanisées moyennes, avançait également, avec des complications qui n'avaient rien de technique. Les Pays-Bas, partenaires initiaux du programme, se retirèrent en 2003, officiellement pour des raisons budgétaires. En réalité, pour un désaccord fondamental sur le partage industriel, quelle usine, dans quel pays, produirait quelle pièce. Le programme faillit s'effondrer. L'Allemagne maintint le cap, trouva de nouveaux partenaires, mais perdit plusieurs années dans le processus. Des années pendant lesquelles le M113 continua de rouler. Un responsable de programme dans un bureau d'acquisition à Koblenz résuma la situation sans détour dans un entretien interne de cette période. On savait exactement ce qu'il fallait faire. On ne savait pas comment convaincre suffisamment de personnes en même temps de le faire. Et dans une institution qui fonctionne par consensus, ne pas convaincre tout le monde revient à ne rien faire. Cette phrase décrivait un mécanisme, pas une défaillance individuelle. Un mécanisme institutionnel par lequel une démocratie en temps de paix traite les décisions d'équipement militaire comme des décisions politiques ordinaires, soumises au débat, au compromis, au cycle budgétaire annuel, à la rotation des ministres, et par lequel, en conséquence, les décisions qui exigent une vision à 20 ans sont prises, ou ne sont pas prises, par des hommes dont l'horizon politique est de 4 ans. La France n'était pas immunisée contre ce mécanisme. Le VBCI prit du retard. Le programme connut ses propres turbulences. Mais la différence fondamentale subsistait. En France, la question de savoir si l'on remplacerait le VAB ne se posait pas. Elle était tranchée. Le débat portait sur le comment et le quand. En Allemagne, la question de savoir si l'on remplacerait le M113 restait, jusqu'au début des années 2000, techniquement ouverte. Et c'est dans cet écart, entre une question tranchée et une question ouverte, que se loge la différence entre une armée qui planifie et une armée qui réagit. Ce que cette différence produisit concrètement sur le terrain en Afghanistan à partir de 2002 fut plus qu'un écart de confort entre soldats alliés. Ce fut une divergence opérationnelle mesurable, en temps, en argent, en capacité, et elle posa dans les états-majors des deux pays une question qui n'avait pas encore de réponse claire. Si deux pays alliés peuvent prendre des décisions aussi différentes sur l'équipement de base de leur infanterie, sur quoi repose exactement leur capacité à combattre ensemble? La réponse à cette question se chercha non pas dans des salles de réunion, mais sur les routes poussiéreuses au nord de Kaboul, dans la chaleur de l'été afghan, à bord de véhicules qui racontaient, pour qui savait lire, deux histoires très différentes sur la façon dont Paris et Berlin concevaient leur rôle dans le monde. À l'été 2002, une patrouille française progressait sur une route au nord de Kaboul. Les hommes étaient dans des VAB, la chaleur dépassait 40 degrés. Les trappes étaient fermées, la climatisation fonctionnait, les systèmes de communication étaient actifs et compatibles avec les fréquences OTAN utilisées par les autres contingents de la FIAS, la Force internationale d'assistance à la sécurité déployée en Afghanistan depuis janvier de cette année.
À quelques kilomètres, une patrouille allemande progressait sur la même route dans la direction opposée. Les hommes étaient dans des M113. Les trappes étaient ouvertes, pas par choix tactique. Parce que la température intérieure avec les trappes fermées dépassait ce que les hommes pouvaient supporter pendant une patrouille de plusieurs heures. Trappes ouvertes signifiait meilleure ventilation. Cela signifiait aussi absence de protection. Un officier de liaison français, présent lors d'un briefing conjoint à Kaboul cet été-là, décrivit la situation dans un rapport d'évaluation transmis à Paris. Les soldats allemands compensaient les limites de leur véhicule par leur professionnalisme. Mais compenser n'est pas la même chose que disposer. Et sur un théâtre où les menaces évoluaient chaque semaine, compenser avait un coût humain et opérationnel que les statistiques ne capturaient pas entièrement. Ce rapport rejoignit une pile de documents similaires dans les archives du ministère de la Défense français. Il ne produisit aucune action diplomatique. Les Alliés ne se font pas de remarques officielles sur leur équipement. Mais il alimenta une réflexion qui allait traverser la décennie suivante dans les états-majors français. Jusqu'où l'interopérabilité avec un allié mal équipé peut-elle aller avant de devenir un facteur de risque opérationnel? Et genau hier, comme auraient dit les Allemands, commençait le vrai problème. En 2002, au moment où la Bundeswehr déployait des M113 en Afghanistan, l'armée de terre française avait déjà produit et déployé plus de 5000 VAB sur 4 continents. Le VAB avait opéré au Liban en 1978, au Tchad dans les années 80, dans le Golfe en 1991, en Bosnie dans les années 90 et maintenant en Afghanistan. Chaque déploiement avait produit des retours d'expérience. Chaque retour d'expérience avait produit une amélioration. La plateforme avait évolué avec les menaces. Le M113 allemand, lui, avait vieilli. Ce que l'Afghanistan révéla, ce ne fut pas seulement un écart d'équipement, ce fut un écart de méthode. Lorsqu'une bombe artisanale détruisit un VAB français dans la province de Kapisa en 2008, le retour d'expérience fut immédiat. Les ingénieurs de Renault Trucks Defense analysèrent les données de l'incident dans les semaines qui suivirent. Un kit de protection supplémentaire sous caisse fut développé, testé et proposé aux unités déployées dans les 18 mois. Le processus n'était pas parfait, il était fonctionnel. Il existait parce que la relation entre l'armée et l'industrie nationale avait été construite sur plusieurs décennies de programmes communs, de retour terrain, de confiance mutuelle. En Allemagne, lorsque les insuffisances du M113 en Afghanistan furent documentées, et elles le furent précisément dans plusieurs rapports internes, le processus qui suivit fut différent. Des budgets d'urgence furent alloués pour des kits de blindage additionnels. Ces kits furent commandés, livrés, installés. Le M113 fut rendu légèrement plus survivable dans un environnement pour lequel il n'avait jamais été conçu. Et l'argent dépensé pour ces adaptations d'urgence s'ajouta à la longue liste des coûts invisibles d'une décision de remplacement perpétuellement différée. Les estimations internes allemandes de cette période évaluaient le coût total de maintenance, de modernisation partielle et d'adaptation opérationnelle du M113 en Afghanistan comme supérieur au coût d'acquisition d'une flotte de boxeurs pour les mêmes unités sur la même période. La Bundeswehr dépensait plus pour maintenir en vie une plateforme obsolète que ce qu'aurait coûté son remplacement. Ce calcul, pourtant documenté, ne produisit pas de décision accélérée. Il produisit un rapport supplémentaire. Pendant ce temps, en France, le programme VBCI avançait. Le véhicule blindé de combat d'infanterie entra en service dans l'armée de terre en 2008. Pas sans difficulté. Les premiers mois révélèrent des problèmes de fiabilité mécanique qui nécessitèrent des corrections industrielles. Mais la machine existait. Elle était française. Elle était produite à Saint-Chamond par Nexter Systems. Et elle représentait une rupture générationnelle avec ce qui avait précédé. Protection contre les engins explosifs improvisés, système de communication numérique natif, capacité de combat d'infanterie intégrée. Le VBCI ne remplaçait pas directement le VAB. Les deux véhicules avaient des rôles distincts. Mais ensemble, ils représentaient ce qu'une politique d'équipement cohérente sur plusieurs décennies pouvait produire. Une armée qui choisissait ses outils plutôt que de les subir. En Allemagne, le Boxer commençait à être livré aux premières unités à partir de 2007, avec un retard de plusieurs années sur le calendrier initial, avec des Stückzahlen, des quantités, inférieures à ce qui avait été planifié, et avec une ironie que les observateurs extérieurs notèrent sans que personne ne la formule officiellement,
l'Australie reçut ses premiers boxeurs avant que certaines unités de la Bundeswehr n'aient complété leur transition. Un responsable de programme à Koblenz formula la situation en termes qui n'apparurent dans aucun document officiel, mais qui circulèrent dans les couloirs. On avait construit l'un des meilleurs véhicules blindés du monde. On avait simplement oublié de décider assez tôt qu'on en avait besoin. Cette phrase décrivait quelque chose de plus profond que la gestion d'un programme d'acquisition. Elle décrivait une culture institutionnelle dans laquelle la qualité technique n'était pas le problème. Le problème était la volonté de décider, de trancher, d'engager des budgets, d'accepter les risques d'un programme nouveau plutôt que les coûts connus d'un programme ancien. Et cette culture allait être mise à l'épreuve d'une façon que ni Paris ni Berlin n'avaient pleinement anticipée. Pas en Afghanistan, où les menaces étaient asymétriques et les adversaires non étatiques, mais sur le flanc est de l'Europe, où un adversaire étatique avec des blindés lourds et une doctrine de guerre conventionnelle allait rappeler à toutes les armées de l'OTAN pourquoi les décisions d'équipement prises en temps de paix avaient des conséquences en temps de crise. En février 2014, la Russie annexa la Crimée. Dans les états-majors français et allemands, la réaction fut similaire dans ses conclusions et différente dans ses implications pratiques. Les deux pays reconnurent que la menace conventionnelle en Europe était réelle. Les deux pays reconnurent que leur capacité terrestre devait être réévaluée. Mais la France réévaluait à partir d'une base, VAB modernisé, VBCI en service, Leclerc opérationnel, qui était celle d'une armée qui avait continué à investir dans ses équipements terrestres, même pendant les années de désengagement post-guerre froide. L'Allemagne réévaluait à partir d'une base différente, une base où le M113 était encore en service, où le Boxer arrivait lentement, où des années de décisions différées avaient produit un écart entre ce que la Bundeswehr était censée pouvoir faire et ce qu'elle pouvait réellement faire. Cet écart allait devenir public, brutalement, sans ambiguïté possible, le 24 février 2022. Et la question qui se poserait alors ne serait plus seulement comment l'Allemagne avait pu conduire un véhicule américain pendant 57 ans, elle serait plus large, plus inconfortable, et directement adressée au fondement de l'Alliance Atlantique. Cette question, et ce qu'elle révèle sur la façon dont la France et l'Allemagne conçoivent différemment leur rôle dans l'OTAN, c'est ce que raconte la dernière partie. Le 24 février 2022, à 4 heures du matin, des colonnes blindées russes franchirent la frontière ukrainienne sur plusieurs axes simultanés. Ce que Moscou avait planifié comme une opération de quelques jours s'arrêta dans les premières heures sur un obstacle que les planificateurs russes n'avaient pas suffisamment calculé. Des rivières, des ponts détruits par des sapeurs ukrainiens qui avaient reçu des ordres clairs et les avaient exécutés dans l'obscurité. Des colonnes qui roulaient à 90 km/h sur des routes goudronnées et qui se retrouvèrent soudainement immobilisées devant des franchissements impossibles, sans reconnaissance suffisante en avant, sans unité capable d'explorer des itinéraires alternatifs de façon autonome. Les images satellitaires qui circulèrent dans les jours suivants montrèrent quelque chose que les analystes militaires occidentaux reconnurent immédiatement. Pas la force de l'attaque, ces lacunes. Des colonnes en file indienne sur des axes routiers. Pas de dispersion, pas de couverture latérale, pas de reconnaissance profonde. Des véhicules qui attendaient parce que personne n'avait vu ce qui était devant. Dans les états-majors français, ces images produisirent une réaction complexe. Une partie de satisfaction froide. Les doctrines françaises d'emploi des forces blindées, construites sur des décennies d'expérience en Afrique et au Moyen-Orient, avaient toujours insisté sur la reconnaissance en avant, la dispersion, la flexibilité. Une partie d'inquiétude, parce que si les lacunes russes étaient visibles, certaines lacunes occidentales l'étaient aussi, simplement moins spectaculaires parce que moins immédiatement testées. Et une partie de questions directes, formulées dans au moins un rapport d'évaluation transmis au chef d'état-major de l'armée de terre dans les semaines qui suivirent le début de l'invasion. Dans un scénario similaire sur le flanc est de l'OTAN, quelles seraient les capacités réelles de chaque contingent allié à opérer de façon autonome, à franchir des obstacles aquatiques sans préparation, à maintenir une reconnaissance profonde pendant 72 heures sans ravitaillement? La réponse, pour la France, était imparfaite, mais existante. Le VAB, dans ses versions modernisées, conservait une capacité amphibie limitée. Le VBCI disposait de systèmes de communication qui permettaient une opération autonome prolongée. Les doctrines d'emploi avaient été maintenues, entraînées, testées dans des théâtres réels. La réponse, pour l'Allemagne, était plus compliquée.
Le Boxer, excellent véhicule, ne nageait pas. Les capacités de reconnaissance amphibie autonome que la Bundeswehr avait possédées avec le Luchs avaient disparu en 2001 avec la mise au rebut de ce véhicule sans remplacement. Et le M113, qui venait d'être retiré du service en 2017, avait au moins la particularité de flotter, une capacité que son successeur ne possédait pas. Waouh fait. Au moment de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, aucune armée de l'OTAN ne disposait d'un véhicule blindé de reconnaissance à roues avec une capacité amphibie complète comparable à ce que le luxe allemand offrait avant sa mise au rebut. La lacune que l'Allemagne avait créée en 2001 était, 21 ans plus tard, une lacune de l'ensemble de l'Alliance occidentale. Le 28 février 2022, 4 jours après le début de l'invasion, le chancelier Olaf Scholz prononça devant le Bundestag le discours qui allait être retenu sous le nom de Zeitenwende, le tournant. 100 milliards d'euros de fonds spéciaux pour la Bundeswehr, la fin de 2 décennies de sous-investissement assumé. La reconnaissance publique que l'armée allemande n'était pas en état de remplir ses obligations dans l'Alliance. En France, ce discours fut accueilli avec une combinaison de satisfaction et de méfiance qui reflétait précisément la nature de la relation franco-allemande en matière de défense. Satisfaction parce que Paris demandait depuis des années à Berlin d'assumer sa part du fardeau de l'OTAN. Méfiance parce que 100 milliards d'euros annoncés dans un discours ne comblent pas en quelques années des lacunes construites sur plusieurs décennies. Un général français s'exprimant en privé lors d'un séminaire de l'Institut des hautes études de défense nationale à Paris en 2023 formula la situation avec une franchise qui n'aurait pas eu sa place dans une déclaration officielle. L'Allemagne, dit-il, avait décidé de se réarmer. C'était une bonne nouvelle. Mais se réarmer prenait du temps. Former des soldats prenait du temps. Reconstruire une culture institutionnelle de la décision en matière d'équipement, la capacité de dire oui à un programme, d'engager un budget, de tenir un calendrier, cela prenait encore plus de temps que d'acheter des chars. Ce que cet officier décrivait sans le nommer explicitement, c'était précisément le mécanisme que l'histoire du M113 illustrait sur 57 ans. Non pas un manque de moyens, non pas un manque de technologie, un manque de culture décisionnelle en temps de paix. Entre 2017, année de la mise au rebut du dernier M113 de la Bundeswehr, et 2022, année de la Zeitenwende, l'armée de terre française avait livré des VAB modernisés à 14 pays différents, engagé la production en série du Griffon dans le cadre du programme Scorpion et commencé la livraison du Jaguar aux unités de reconnaissance. En 5 ans, la France avait fait avancer 3 générations de véhicules blindés. L'Allemagne débattait encore de la cadence de livraison du Boxer. Ce parallèle n'est pas une accusation, c'est une description. 2 pays avec des histoires différentes, des cultures institutionnelles différentes, des conceptions différentes de ce que signifie avoir une armée souveraine, avaient produit des trajectoires différentes à partir du même point de départ. Un véhicule américain livré dans le cadre d'un programme d'aide militaire au début des années 60. La France avait regardé ce véhicule et décidé qu'elle construirait le sien. L'Allemagne avait regardé le même véhicule et décidé d'attendre le bon moment pour décider. Le bon moment ne vint jamais. Il fut remplacé par une urgence. Et aujourd'hui, dans les casernes françaises, des Griffons et des Jaguars côtoient des VAB qui attendent leur remplacement dans le cadre du programme Scorpion. Le programme avance, pas sans retard, pas sans compromis, mais il avance parce qu'il existe une décision, un calendrier, un engagement industriel et une culture institutionnelle qui traite l'équipement des soldats comme une question de souveraineté nationale plutôt que comme une ligne budgétaire négociable. Dans les casernes allemandes, le Boxer est en cours de déploiement. Le programme avance également. Mais il avance dans un contexte où des décisions qui auraient dû être prises dans les années 90 sont prises aujourd'hui, dans l'urgence, avec la pression d'une guerre en Europe comme arrière-plan. La question que l'histoire du M113 pose aux 2 pays n'est pas rétrospective, elle est prospective. Pour la France, est-ce que la culture de la décision souveraine en matière d'équipement, construite sous De Gaulle et maintenue à travers les décennies suivantes, résistera aux pressions budgétaires des années à venir ?
Est-ce que le programme Scorpion ira jusqu'à son terme ou rejoindra-t-il la liste des programmes qui avancent jusqu'au prochain arbitrage budgétaire difficile? Pour l'Allemagne, est-ce que la Zeitenwende est un tournant réel dans la culture institutionnelle de la décision ou est-ce une réponse d'urgence qui s'essoufflera une fois que la pression immédiate se relâchera? Et si l'histoire du M113 se répète, si dans 20 ans, un autre véhicule attend dans les casernes allemandes pendant que les Alliés avancent, qui en paiera le prix? Et pour l'OTAN dans son ensemble, une alliance dont 2 membres principaux prennent des décisions d'équipement avec des vitesses et des logiques aussi différentes, peut-elle construire une capacité de combat réellement intégrée? Ou l'interopérabilité restera-t-elle ce qu'elle a été pendant une grande partie de la guerre froide, un objectif affiché, une réalité partielle et une question que personne ne pose officiellement parce que la réponse est inconfortable? Écrivez votre réponse en commentaire, pas comme une opinion, comme une conviction fondée sur ce que vous avez vu, servi ou étudié. Si cette vidéo vous a intéressé, laissez un like, partagez votre point de vue en commentaire et abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Dans la prochaine vidéo, je raconte l'histoire du AMX-30, le char que la France a choisi de construire seule plutôt que d'accepter le standard OTAN, ce que cela a coûté et pourquoi cette décision explique encore aujourd'hui la façon dont Paris pense son autonomie stratégique.